BFM Business a pu avoir accès à cette note. Elle est titrée « Réalité de l'effort sur les finances publiques ». Vous êtes un grand spécialiste des finances publiques, Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode. Je me tourne vers vous. Cette note, grosso modo, elle explique que si rien n'est fait, si on maintenait le budget 2025 en 2026, eh bien, le déficit déraperait à 6,1%, c'est-à-dire à peu près le double de la moyenne des déficits de la zone euro. Oui, absolument. En fait, ce que dit cette note, au fond, c'est que les revenus, les recettes de l'État comme les dépenses ne suivent des trajectoires qui ne sont pas favorables si on ne fait rien. Les dépenses augmenteraient plus vite que les recettes, les dépenses augmenteraient plus vite que le PIB, donc de manière un peu spontanément, la masse des dépenses dans le PIB augmenterait. La part des dépenses dans le PIB augmenterait en 2026 par rapport à 2025. Et par ailleurs, parce qu'en 2025, on a des recettes exceptionnelles, on peut penser notamment à la surtaxe d'IS pour 8,5 milliards, ces recettes exceptionnelles disparaissant, mais les prélèvements obligatoires, les recettes de l'État, des administrations publiques augmenteraient aussi moins vite que le PIB. Et donc, en fait, l'écart, le déficit, de manière un peu spontanée, s'accroîtrait d'une année sur l'autre si on ne fait rien. Et ça, c'est comme ça qu'on arrive au 6,1%. Alors, ce sont des hypothèses assez conventionnelles, mais quand on regarde le détail de cette note que vous nous avez passée, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit que chaque administration, chaque morceau même d'administration a sa dynamique spontanée. Alors, il y a des choses qui viennent un petit peu de l'extérieur, qui sont exogènes. Il y a les taux d'intérêt, l'alourdissement de la charge de la dette. Il y a aussi l'alourdissement de nos paiements à l'Union européenne. 5,5 milliards. On a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Par exemple, les dépenses de santé et de prestations sociales qui augmentent spontanément, les dépenses des collectivités territoriales. Et donc, c'est en mettant bout à bout toutes ces évolutions qu'on arrive à une dépense publique qui augmente plus vite que le PIB. Et par ailleurs, les prélèvements en général, les prélèvements obligatoires, si on enlève les mesures exceptionnelles qui disparaîtraient, ils augmentent à peu près comme le PIB. Donc c'est en faisant ce calcul qui est de l'arithmétique de base, ce sont des additions, des soustractions, des multiplications, qu'on arrive en fait à ce résultat d'un déficit qui s'accroîtrait un peu tendentiellement. Et au fond, ça souligne le fait que le gouvernement, enfin le plan Bayrou, en termes de quantum, après on peut sans doute parler de la composition, mais en termes de quantum, c'était sans doute le minimum qu'on pouvait faire, c'est-à-dire le minimum pour stabiliser la dette et arriver à 3% de déficit en 2029. Et que si on s'éloigne de cette épure, en fait on va sans doute vers une trajectoire de la dette qui s'accroîtrait. C'est peut-être ça aussi la réaction des marchés. Alors ils ont peut-être pas fait tous ces calculs, mais au fond il y a cette inquiétude parce que au fond tout ça souligne le manque d'ambition, ou en tout cas la faible ambition du plan Bayrou, qui tentait de trouver un compromis sans en faire trop, mais ça fait déjà beaucoup pour le débat politique français. Olivier Redoulès nous dit que c'était le minimum nécessaire, ces 44 milliards d'économies. On peut sortir des points de PIB qui ne sont pas toujours très clairs. En euros sonnants et trébuchants, ça voudrait dire qu'on passerait d'un déficit de 160 milliards d'euros, qui est déjà absolument colossal en 2025, à 185,4 milliards d'euros l'année prochaine. Ce qu'on a entendu pourtant, Sylvie Matera, je me tourne vers vous, c'est que cet effort, il est trop important, que c'était trop churchillien, du sang, de la sueur et des larmes, et notamment du côté PS, qui détient la clé un peu du vote de ce budget, il fallait ralentir cet effort, reporter le retour aux 3% à 2032. On n'a pas du tout entendu que c'était le minimum nécessaire. Moi, je suis d'accord, c'était le minimum nécessaire. Et on n'en est pas là. Alors, vous parliez d'élan, mais en matière politique, il n'y a pas du tout d'élan. Et en revanche, du côté des finances publiques, on a une dérive constante. Et donc ça, c'est un réel problème. Parce que non seulement la dette va augmenter, mais le coût de la dette va augmenter. Et ça, c'est ce qu'on paye tous les jours pour financer cette dette. Et en fait, le coût de la dette, c'est normal qu'il augmente parce que les investisseurs voient que notre risque, en fait, s'accroît et donc demandent une rémunération plus élevée pour prendre ce risque. Il faut bien voir que le coût de la dette, en général, on dit que c'est le résultat de 3 facteurs, les taux d'intérêt en général. Donc les taux d'intérêt, donc c'est vrai que là, ils ont tendance à baisser, mais on n'est plus au niveau des taux zéro. Donc ils ont augmenté rapidement, ce qui fait que le coût de la dette lui-même, d'un simple point de vue mécanique, a augmenté.
Le deuxième facteur, c'est la qualité de la dette. Et là, tout le monde s'accorde pour dire que la qualité de la dette française est excellente. L'AFT fait un superbe travail. Et les investisseurs apprécient pour ces qualités la dette française. Et le troisième facteur qui est important, c'est le sous-jacent économique. Cette dette représente quoi en termes économiques? Ça représente l'économie française. Et l'économie française, en ce moment, elle ne va pas très très bien. Et elle est très affectée par l'instabilité politique. Les marchés n'aiment pas du tout l'instabilité. Et en ce moment, on peut bien dire que ce qui caractérise notre pays, c'est quand même l'instabilité. Vous avez rappelé le nombre de premiers ministres, mais en fait, il suffit d'écouter les débats politiques pour voir que c'est une cacophonie incroyable. Et moi, je comprends les investisseurs. Personne, on ne sait pas où on va. Personne ne sait où on va. Et donc, c'est un facteur d'incertitude majeur qui effraie les investisseurs et ils demandent donc que la prime de risque soit plus élevée. Donc, c'est pour ça qu'on paye plus cher et c'est pour ça qu'on récupère les taux italiens qui, de leur côté, je dirais, il y a eu un double mouvement. Donc nous, notre situation a considérablement empiré, mais la leur a tout à fait s'est améliorée. C'est amélioré, mais comme quoi c'est possible de s'améliorer, Ludovic. Ce que dit Sylvie, alors, entièrement d'accord. D'ailleurs, Sylvie Olivier est entièrement d'accord sur l'analyse de la dette. Après, il y a ce que dit, où il fleure un peu cette note, parce qu'il y a deux autres paramètres. Il y a quand même deux éléphants dans la pièce. D'abord, il y a un problème de productivité dans ce pays. Et ça, parce que là, il y a une vision un peu compte public, finalement. Et puis, le deuxième éléphant dans la pièce, très maltraité en termes politiques cet été par François Bayrou, c'est le choc démographique qui est en train de descendre progressivement dans les comptes, qui pèse de plus en plus sur les retraites, sur les dépenses de santé, sur la dépendance. Alors, François Bayrou a une expression malheureuse avec les boomers en faisant une sorte d'opposition un peu en termes de société, mais on y est. C'est-à-dire que là, il y a vraiment le triptyque dette, productivité, choc démographique. C'est-à-dire, c'est vraiment trois paramètres sur lesquels la France a des vents contraires, comme d'autres pays européens d'ailleurs, honnêtement. Mais là, c'est la croisée des chemins. Il y a trois facteurs à poser sur la table. Cette note, elle a une vision un peu technique, mais ces questions-là vont être des questions que le prochain et les prochains budgets vont devoir prendre. Oui, vous avez tout à fait raison. La démographie, c'est pas seulement un problème européen, c'est un problème mondial. Oui. On voit toutes les populations sont en train de décroître. Au Japon, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres des naissances, c'est incroyable. Donc ça pose des problèmes sur les politiques publiques, notamment le financement de la protection sociale chez nous. Les retraites, c'est le sujet majeur, un quart de la dépense publique. C'est les retraites. Il y a de moins en moins de personnes pour payer les retraites. Je veux dire, c'est vraiment de l'arithmétique bête. On ne va plus arriver à avoir un système par répartition. C'est pas possible. C'est passé assez inaperçu, mais lors de la présentation du dernier budget du PLF pour 2025, le Trésor à Bercy a réduit la croissance potentielle de la France à 1% seulement. On était à 1,3%, elle a été abaissée à 1% pour ces questions démographiques, parce que on fait moins de bébés. Pour la première fois cette année, le nombre de décès a dépassé celui des naissances. Et ça, c'est une révolution absolument majeure pour toutes les politiques publiques, Olivier Odoulès. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça change ? Il y a un effet de court-moyen terme, un effet de plus long terme. À court-moyen terme, c'est vrai que, par ailleurs, Bercy a révisé à la baisse ses hypothèses de croissance potentielle. Elles sont encore relativement élevées, parce qu'1,2%, en fait, le 1%, c'est en 2029. C'est 1% dans le dernier budget. En 2029, c'est 1%, mais jusque-là, c'est 1,2%. Et c'est relativement élevé. Et en fait, un des petits secrets, d'ailleurs, des dirty secrets à la fois du plan de Bayrou et même de cette note, c'est qu'au fond, ça tenait notre déficit sur des hypothèses macroéconomiques relativement optimistes. Ce qui est l'habitude de Bercy, qui moins optimiste. Volontariste, on dit à Bercy. Volontariste, moins optimiste peut-être que par le passé, mais certes, avec un petit peu... en fait, on tenait la cible de déficit avec les efforts du plan Bayrou, avec des si. En fait, si tout se passait bien, mais il suffit d'avoir un peu moins de croissance, un peu plus d'inflation, ou un peu moins, ou un choc macroéconomique ou autre, ou un peu plus de hausse des taux pour atteindre ces cibles. Alors, effectivement, on a un sujet de productivité, et ce sujet de productivité plus la démographie, c'est un énorme problème à plus moyen terme, quand on regarde, par exemple, l'équilibre des retraites. Il faut voir qu'aujourd'hui, on stabilise la part des dépenses de retraite dans le PIB, c'est-à-dire dans la recherche, dans la production nationale, après une réforme 2023 qui est contestée, mais aussi au prix d'une dégradation relative des niveaux de vie des futurs retraités. Et ça pose la question, est-ce que ce sera soutenable ? Est-ce que politiquement, ça va être soutenable de laisser le niveau de vie des futurs retraités se dégrader quand on voit
la situation dans laquelle il n'est pas question de baisser les pensions. Non, mais c'est relativement au niveau moyen de vie de la population, mais en fait, les futurs retraités, ceux qui cotisent actuellement, vont subir de facto un déclassement. Et on voit qu'aujourd'hui, déjà, la situation des retraités, qui est relativement, par rapport aux autres pays européens, favorable en France, même s'ils ne sont pas forcément des nababs. Et même par rapport aux actifs. C'est devenu, par rapport aux actifs, n'est pas forcément un sujet. En fait, c'est un sujet politiquement explosif, donc avec un poids qui grossit. Mais Ludovic, un sujet à venir. Alors on dit effectivement souvent que les retraités ont un niveau de vie égal, voire un peu supérieur à celui des actifs. C'est vrai ça ? Alors oui, enfin les chiffres montrent qu'en moyenne, finalement, la population retraitée. Alors après, c'est des moyennes finalement. Évidemment, il y a des écarts. C'est 1 500 € la retraite moyenne en France. On n'est pas non plus très riche à 1 500 € par mois. C'est une population aujourd'hui qui est relativement bien lotie. Le logement. Je vais prendre ce mot-là, bien loti, dans le sens où ce que vient de dire Olivier est important. C'est-à-dire qu'en France, on a une population retraitée qui est encore bien lotie par rapport à ce qui se passe. Et ce que caractérise Olivier, à mon sens, c'est peut-être une des erreurs du gouvernement qui est en train de chuter et qui est un démissionnaire. Finalement, c'est très compliqué politiquement de vendre des budgets sur lesquels on demande des efforts, tout ça, pour au final, tout se dégrade quand même. C'est très compliqué. C'est très compliqué à vendre. Et c'est peut-être la grande erreur faite par François Bayrou. J'allais dire peut-être que les 43 milliards étaient le minimum, mais peut-être qu'il fallait aller au-delà pour aussi faire des choix d'investissement. Mais il n'y a aucune acceptabilité politique de il y en a une, je le dis, je le redis, il y en a une, et il y a vraiment un totem dans ce budget qui est en train de faire, qui a fait pchit, c'est personne n'a remis en cause la hausse des budgets de l'armement. Ouais. Donc ça veut dire qu'à partir d'un moment où la population comprend qu'il y a des choix, des orientations, s'il y a une pédagogie qui va avec, s'il y a une logique par rapport aux contraintes et l'environnement géopolitique qui est le nôtre, on n'a pas eu une bronca politique sur la hausse du budget de l'armement. Je ne dis pas que tout est facile, je dis juste qu'un budget qui est juste dans une vision un peu homothétique où tout baisse et par ailleurs en se disant ça va nous coûter plus cher pour quelque chose qui va marcher en moins bien. C'est le principe de l'année blanche. Donc la santé va aller moins bien, l'éducation va aller moins bien. Il y a des choix à faire là-dedans et probablement que c'est peut-être la petite intelligence, même si les choix qui flèchent, on pose 1000 questions des socialistes, c'est d'avoir joué un peu sur les deux leviers dans leur contre-proposition, c'est-à-dire des coups de frein et des orientations sur lesquelles il y a l'investissement. Ce pays a aussi besoin d'investissement. Énormément. On est en déficit, Sylvie Matera. Parce qu'en fait, le problème de la démographie, c'est un problème général. Mais le problème de la productivité, on est quand même beaucoup plus mal que d'autres pays. Et donc, c'est un problème spécifique. On a vraiment besoin d'investissement. À chaque fois qu'on a essayé de relancer l'économie, on est passé par la consommation. Et comme les gens sont inquiets, en fait, ils ne consomment pas, ils épargnent. Et une épargne qui n'est pas productive, qui ne va pas vers l'investissement. Donc ça ne va pas du tout. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu d'adhésion pour ce budget, alors qu'il était, en termes d'efforts, le minimum qu'on devrait faire. Donc, il faut essayer d'avoir une prise de conscience. Ça, de ce point de vue-là, on peut dire que l'ancien Premier ministre a essayé de faire... Il a fait beaucoup d'exercices de pédagogie, oui. On peut pas dire que c'était et je crois qu'il n'y a pas d'adhésion parce que tout le monde... Enfin, on n'a pas l'impression... Il faut que tout le monde fasse un effort. Je veux dire, l'effort, c'est toujours chez les autres. Mais voilà. Et donc, il faut faire accepter l'idée qu'en fait, tout le monde, chacun selon ses possibilités, doit faire quelque chose quand on est dans une situation qui est vraiment, vraiment délicate. Et si on ne fait rien, on va complètement dans le mur. Donc, on va voir la réaction de Fitch vendredi. Alors, c'est une agence. Donc, en général, on fait, comme il y a 3 grandes agences, Moody's, Fitch et Standard & Poor's, en général, les investisseurs font la moyenne des 2 notes. Et qui est plutôt bienveillante vis-à-vis de la France, Fitch, depuis quelques années. Pour l'instant, oui, tout à fait. Compte tenu des fondamentaux économiques, on peut dire que c'est plutôt bienveillant. Mais donc, si on en a une qui dégrade vendredi, il y a encore les 2 autres. Mais si on a une des 2, et sur les 2 autres, il y a Standard & Poor's qui est en perspective négative. Il faut bien voir que quand une agence dit que la perspective est négative, ça veut dire que lorsqu'elle donne cette perspective, dans les 6 mois qui viennent, il y a un changement de notation qui peut être à la baisse ou à la hausse. Compte de notre situation, je ne vois pas bien que ça aille à la hausse, très honnêtement. Et donc, s'il y a 2 agences qui décalent, chez les investisseurs, vous faites la moyenne de 2 sur 3, et on décale aussi. Alors, c'est déjà plus ou moins intégré dans les marchés. Donc, ça ne bougera pas forcément sur les taux. En revanche,
En revanche, les stratégies d'investissement ont des guidelines, c'est-à-dire que les gens ont des normes, ils ne peuvent pas investir. Et vous avez des pourcentages d'investissement qui sont limités en fonction de la notation du produit dans lequel les investisseurs investissent. Et donc, quand on passe de double A à single A, eh ben, vous avez des investisseurs qui disent non pas plus de X% en single A. Mais on reste investment grade, c'est-à-dire on reste la meilleure notation tant qu'on garde le A. Est-ce que le vrai danger, c'est pas quand on passe dans la catégorie B, Olivier Redoulès? Enfin, on n'en est pas là quand même. Oui, encore. en fait, il y a deux notches et puis on y est. Il y a toute une gradation, mais au-delà de ça, en fait, le vrai sujet des taux d'intérêt, parce qu'on s'agite parfois avec une forme de risque de faillite, de crise brutale. Est-ce qu'on fait trop peur? Est-ce que François Bayrou a trop dramatiser la situation? Je pense que c'est juste difficile à appréhender une situation de dégradation continue des comptes publics. Les taux d'intérêt, ça va être un peu comme un eau coulant. Ça va monter où la marée qui monte, on le voit monter. Et le moment où ça va être trop, ou le moment où les choses vont s'accélérer, ça va sans doute nous surprendre. On en aura parlé pendant peut-être des mois, peut-être des années, et puis tout d'un coup, on franchira un cap et les choses se dégraderont beaucoup plus rapidement. C'est déjà en train de se dégrader. Oui, il y a un effet ça de devient le premier budget de l'État, la charge de la dette. Quand on voit déjà effectivement l'augmentation de la charge de la dette en pourcentage de l'ensemble de la production nationale, on voit que c'est une ponction qui est faite, qui limite les marges de manœuvre pour les budgets. Et on voit aussi qu'une petite variation des taux peut faire dérailler la trajectoire. En fait, quand le gouvernement soumet sa trajectoire à Bruxelles ou quand il la présente devant les investisseurs et qu'on dit voilà on va stabiliser la dette, en fait, comment on la stabilise juste? Il suffit d'un petit coup de pouce sur les taux d'intérêt qui devient un peu plus défavorable pour remettre en cause en fait cet objectif, en fait la soutenabilité de la dette, la meilleure façon qui est vraiment le sujet au fond. Est-ce que notre dette est soutenable? Est-ce qu'il y a un risque pour les investisseurs à un moment donné de perdre leur bille ou pas? Et donc l'élément clé, c'est le fait d'arriver à la stabiliser dans le temps. Et là, on voit que cette stabilisation, c'est pas encore le cas, c'est une projection, mais ça dépend d'un certain nombre d'hypothèses favorables, dont les taux d'intérêt. Et si le taux d'intérêt décroche un peu trop, ben là, on risque d'avoir un gros sujet. Oui, la stabilisation, elle arrive à 3% de déficit. C'est ce qu'on dit d'habitude. Ce critère des 3% a été mis en place pour stabiliser la dette. Là, si on glisse à 6% l'année prochaine, on n'est pas du tout de ce que dit Raphaël là, sur Fitch et ce que mentionnait Sylvie, c'est on va prendre sur une décennie parce que cette petite musique où en tant qu'économiste on commence à être fatigante un petit peu, c'est les marchés ont anticipé. Ouais. En fait, ça va faire 15 ans qu'on entend les marchés ont anticipé la dégradation de la France. Alors, je ne sais pas si tout le monde a anticipé ce qui est en train de se passer depuis 15 ans, parce que évidemment c'est pas une marche qu'on passe. Si vendredi soir on passe en single A, c'est pas d'un coup une marche qu'on passe. Mais c'est une pente longue, c'est-à-dire c'est le nœud coulant dont parle Olivier. Et cette phrase qui est beaucoup portée par Bercy, souvent, vous inquiétez pas, les marchés anticipés, tout ça, elle dessine quand même une pente longue et un toboggan que la France est en train de vivre, une trajectoire qu'on est en train de vivre ensemble, et qui relève un peu du fatalisme. C'est ça qui m'inquiète davantage. C'est-à-dire que il y a de la bonne dette. On peut s'endetter pour des bonnes choses. En fait, le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est qu'on s'endette pour des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'on pourrait... Pour payer nos dépenses courantes. Pour payer les dépenses courantes. En fait, c'est-à-dire que si c'était de la dette qui créait de l'investissement, si c'était de la dette qui répondait au rapport Draghi, quelque part, finalement, en disant, voilà, il y a un choc d'investissement, on fait des paris dans ce pays sur des nouvelles technologies, sur l'IA, sur le fait de monter en gamme, sur les études supérieures, des choses comme ça, on aurait ce débat-là. Collectivement, il y aura des choses qu'on assumerait en se disant il y a des choix, il y a une projection. Aujourd'hui, c'est de la dette fonctionnelle pour les dépenses courantes et c'est de la mauvaise dette. C'est le grand problème. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi deux facteurs externes dont il faut tenir compte pour juger de l'appréciation de la dette française. C'est qu'auparavant, la dette française était considérée comme un très bon proxy de l'économie européenne, d'autant plus que comme les investisseurs voulaient investir dans l'Europe, en fait, l'Allemagne n'émettait pas. Parce qu'ils investissaient. Et là, un des grands changements, c'est que l'Allemagne a annoncé un plan d'investissement majeur,
majeures, et donc vont commencer à émettre de la dette. Ce qui fait qu'en termes d'alternative, les investisseurs vont se dire, bon ben, finalement, ça rapporte pas beaucoup, l'Allemagne, c'est quand même super sûr, et puis on a plus de liquidité puisqu'ils émettent davantage, parce qu'auparavant, c'était une dette qui était recherchée, mais très peu liquide, parce que les montants étaient faibles. En revanche, la France avait une grande liquidité, parce qu'on avait... Et très attelé à l'Allemagne, oui. Voilà. C'est ça. Et l'autre facteur qui va dans l'autre sens, c'est qu'on est aussi, donc on est un petit peu notre position en termes de dette liquide est grignotée par l'Allemagne, parce que du coup, elle va pouvoir émettre, et on est aussi grignoté de l'autre côté par l'Italie, parce qu'avant, on disait, bon, la France est plus liquide, il n'y a pas tellement de risques. Maintenant, l'Italie a vu son risque s'améliorer considérablement. Donc, côté investisseur, on a deux alternatives possibles à la dette française maintenant. L'Allemagne, qui va émettre davantage, donc va avoir un volume plus important, et l'Italie, qui est devenue maintenant quelque chose que les investisseurs regardent avec bienveillance. Et qui s'est engagé à ramener son déficit à 2,8% d'ici 2026. On partait de sur les derniers mois assez il y a satisfaisant. 3 ans encore. Il y a un bon track record sur les derniers mois en termes de dette publique, contrairement à nous. Donc, on a aussi ce problème-là. Donc, c'est pas que nous. Il faut aussi voir qu'on se placer dans un environnement. Elle est dangereuse, plus cette large. concurrence, Olivier, sur les marchés, là, Non, cette nouvelle dette allemande qui Ce arrive. qui est sûr, c'est qu'il faut se souvenir que la dernière fois qu'on a eu la dernière crise du franc, la dernière fois qu'on a eu une grosse crise financière française, ça nous ramène en 93, et c'était au moment de la réunification. Oui. C'était la dernière fois que l'Allemagne a fait un énorme plan d'investissement. Ça a tiré les taux d'intérêt vers le haut, et donc ça s'est répercuté sur ceux du franc, et on a eu du mal à Ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher. Ça a été une grosse récession. La récession de 93, ça a été aussi une crise immobilière. Ça a déclenché un certain nombre de difficultés. Mais vous nous dites là qu'on pourrait retrouver un scénario à la 93 ? Les ordres de grandeur ne sont pas forcément les mêmes. Par ailleurs, on a quand même d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est aussi le fait qu'on a parlé beaucoup de productivité. En fait, le différentiel de productivité ou la faiblesse de la productivité, elle est française, mais elle est surtout du cœur de l'Europe, du cœur historique d'Europe, les pays industrialisés. Et ce différentiel de productivité vis-à-vis des États-Unis, cette pente de productivité, en fait, ça pose un sujet sur les taux d'intérêt à moyen long terme. En général, les taux d'intérêt suivent la productivité. Et donc, en fait, on risque d'avoir, c'est un effet d'étouffement aussi du côté des États-Unis, parce qu'avec des gains de productivité plus intéressants aux États-Unis, ils vont être capables de rémunérer plus fortement les investissements, et donc on va avoir des taux d'intérêt américains qui vont augmenter, et ça risque aussi de nous pénaliser. C'est pas encore forcément le cas aujourd'hui, on voit plutôt que le dollar se déprécie, mais on peut avoir cet effet-là qui viendrait à moyen terme aussi. On ne voit que